Bon, alors maintenant, plus concrètement, comment est-ce qu'on avance dans cette formulation des problématiques? En fait, je vous disais, c'est pas quelque chose qu'on trouve du premier coup, c'est pas quelque chose qui sort comme ça, qui est évident. Et en fait, souvent dans une démarche de recherche, eh bien, les choses évoluent, mûrissent progressivement. Et il y a en tout cas trois étapes qui sont importantes. Il y a ce qu'on appelle la question de départ. Hein, donc, pourquoi vous voulez faire une recherche sur ce sujet-là? Ensuite, effectivement, on aboutit à la problématique initiale, problématique 1, c'est-à-dire celle qui va vous permettre de structurer, d'organiser votre recherche. Et puis, à la fin, peut-être que si vous êtes sur une démarche qualitative, au fur et à mesure de l'enquête, vous allez découvrir des choses nouvelles, vous poser d'autres questions, ou peut-être que vous allez la faire évoluer et la reformuler, ou l'ajuster. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au moment de vous mettre dans la rédaction, hein, une fois que vous avez fini le terrain, une fois que vous êtes dans l'analyse de votre matériau, eh bien, vous allez vous apercevoir que votre question initiale, enfin, votre problématique initiale, celle qui a structuré votre démarche de recherche, eh bien, à la fin, c'est plus tout à fait ça. C'est plus tout à fait ça parce que vous avez découvert des choses nouvelles, et ça, c'est plutôt bon signe. Donc, vous avez découvert des choses nouvelles qui vous disent « Ah oui, les questions, c'est pas tout à fait comme ça que ça se posait. » Et puis, eh bien, une recherche, c'est jamais exactement on n'arrive jamais exactement là où on a voulu, là où on voulait. Parfois parce qu'on a découvert plein de choses nouvelles qu'on ne pensait pas au départ, donc ça c'est super. Et puis parfois aussi parce que, eh ben, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas eu le temps de travailler. Il y a des sujets on n'a pas réussi à avoir accès aux gens ou aux informations, et on n'a pas pu les traiter comme on aurait voulu. Et donc, au moment de la rédaction, on reformule, on réadapte la problématique en fonction, non pas de ce qu'on voulait faire dans la recherche, ou de ce qu'on aurait espéré faire, mais en fonction de ce qu'on a à raconter et à restituer. Parce que dans le mémoire, dans le bouquin, dans la thèse, il faut que le produit, là, le document, il ait sa propre cohérence. Donc il faut que le bouquin, le mémoire, la thèse, l'article, il y ait une cohérence entre les questions qui sont posées, la démonstration, le matériau mobilisé, les conclusions qu'on en tire. Et du coup, effectivement, eh bien ça, c'est en fonction du matériau que vous avez, vous pouvez être amené à réajuster, déplacer un peu, sortir une partie du question, en rajouter d'autres, pour pouvoir coller au matériau que vous avez et aux analyses que vous êtes capable de produire. Si vous en restez à votre problématique initiale dans la rédaction, alors vous allez avoir des problèmes de cohérence du document, parce que justement, il y a des choses que vous n'avez pas pu traiter, il y a d'autres choses qui sont apparues en cours de route. Donc c'est normal à la fin de revoir sa problématique et de la réadapter, de l'ajuster en fonction de ce que vous avez entre les mains et de ce que vous allez pouvoir mettre dans le document. Voilà. Donc, c'est pour dire que cette travail sur la problématique, comment vous structurez votre questionnement, il y a la façon initiale, celle qui va vous permettre d'organiser et de mettre en œuvre votre recherche de terrain. Et puis il y a la problématique finale, celle qui structure le document que vous allez produire. Ok ? Donc on va plutôt s'intéresser aux questions de départ et problématiques initiales. Et puis dans la séance sur l'écriture, je pense qu'on reviendra un peu peut-être sur cette deuxième problématique. Alors, une problématique, elle porte toujours sur un objet délimité. Donc un des enjeux qui se fait en même temps que le questionnement, c'est quel champ vous couvrez, quelle est l'ampleur du sujet que vous vous donnez.
Si vous êtes sur les conflits fonciers au Sénégal, vous voyez que ce n'est pas la même chose et c'est un peu plus ambitieux et compliqué que les conflits fonciers à Hambourg. Donc spatialement, qu'est-ce que vous couvrez? Est-ce que vous êtes sur un village, une commune, une région, 3 communes dans différentes régions, le pays, la Terre entière, l'univers avec Mars et Alpha du Centaure? Oui, quel champ spatial, quel champ temporel aussi? Est-ce que c'est les politiques agricoles depuis 2000? Est-ce que c'est la réforme de la loi sur les zones économiques spéciales de 2011? Et est-ce qu'en termes de temps, vous êtes sur un moment particulier, vous êtes sur une tranche de temps plus ou moins importante? Parce que du coup, vous n'allez pas vous poser les mêmes questions. Et puis aussi, il y a la question de la faisabilité. Une recherche doit être faisable. Donc une problématique doit être réaliste par rapport à ce que vous faites. Vous n'allez pas avoir la même problématique si vous êtes sur un mémoire de master à faire en 1 an et 3 mois de terrain maximum, que si vous êtes sur une thèse où vous avez 1 an, 1 an et demi pour faire les enquêtes de terrain. Donc, c'est pas seulement l'ampleur, l'ambition de la recherche qui est en jeu, c'est aussi les questions. Parce que vous ne posez pas les mêmes questions. Si vous êtes sur la politique d'éducation de base au Sénégal entre 1990 et 2016, là, vous allez vous intéresser forcément aux grandes bifurcations, aux grands moments, aux moments de changement, de façon assez macro. Parce que vous avez un pas de temps assez large. Si vous vous intéressez au plan décennal d'éducation, je ne sais pas s'il y en a eu un au Sénégal, là déjà vous êtes sur une tranche plus petite. Donc vous allez le situer dans son histoire. Mais ce qui s'est passé avant 2005, ça va être de la mise en contexte. Ça ne va pas être l'objet de votre recherche même. Et du coup, d'où ça vient, les grands choix, etc. Là, vous allez pouvoir peut-être commencer à rentrer un peu dans ce type de questions. Ce sera impossible à traiter si vous choisissez ce sujet-là. Et puis, ça peut être aussi sur quelque chose de beaucoup plus ponctuel. La réforme foncière de 2013 au Bénin, la loi sur les zones économiques spéciales de 2011 au Sénégal, où là, du coup, ça sera sur un objet beaucoup plus restreint, mais du coup, vous allez vous interroger effectivement sur quelle place ça prend dans une histoire des politiques du secteur, mais vous allez pouvoir vous interroger beaucoup plus précisément sur d'où ça vient, quels sont les acteurs qui l'ont porté, quelles sont les controverses qui a eu lieu, à quoi ça correspond dans les stratégies de l'État, quels sont les problèmes que ça pose sur le terrain. Là, vous allez pouvoir avoir des questions beaucoup plus précises, parce que vous êtes sur un objet plus limité, donc vous pouvez consacrer les quelques mois de recherche sur un objet plus délimité, donc du coup vous allez pouvoir aller plus profondément et vous poser des questions qui demandent du temps d'investigation, d'enquête, etc. Donc il y a un lien entre la problématique et la délimitation du sujet, parce que certaines problématiques supposent certains types de limitation. Un objet restreint, si vous voulez vraiment comprendre le détail des processus, des jeux d'acteurs, etc., ou quelque chose de large, si vous êtes dans des grandes articulations, des grandes logiques de changement. Et inversement, si vous choisissez un objet donné, eh ben, il y a des questions que vous pouvez traiter, il y en a que vous ne pouvez pas traiter. Donc il y a un lien forcément entre la délimitation de l'objet, l'ampleur que vous lui donnez, spatialement, temporellement, et puis la problématique, les questions que vous allez poser dessus. Si vous êtes sur les politiques d'éducation, effectivement, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est l'enseignement de base, l'éducation primaire? Est-ce que c'est vous voulez couvrir la réforme de l'enseignement supérieur? A priori, c'est des choses très différentes. Donc, est-ce que ça peut se couvrir dans un seul ensemble? Est-ce qu'il ne faut pas choisir les réformes de l'éducation supérieure? Comment est-ce qu'on fait face à la massification de l'enseignement? Les conséquences de la bourse automatique mise en place par WAD, si j'ai bien retenu
des choses, ou si vous êtes sur, effectivement, sur l'enseignement primaire, ça va être autre chose, ça va être l'autoscolarisation, ça va être l'augmentation de l'offre, ça va être le niveau des élèves, les compétences des enseignants recrutés à la masse pour essayer de multiplier les écoles. Vous voyez, les questions ne sont pas les mêmes, quoi. Alors, je disais, un sujet de recherche doit être réaliste et possible à traiter. Si c'est quelque chose qui demanderait 10 ans de recherche d'un programme avec 25 chercheurs, bon, bah, c'est pas bon pour un sujet de master. Voilà. Oui, mais je suis en discussion avec une étudiante de l'université de Thiès, dans le cadre d'un programme de recherche sur la gouvernance du parc agroforestier, enfin, une histoire d'arbres dans les champs en bassin arachidier. Bon, elle voulait prendre comme sujet, de mémoire, quasiment le sujet du programme de recherche tout entier. Je lui dis, pardon, tu ne vas pas y arriver. Il faut que tu prennes quelque chose de beaucoup plus restreint et possible à traiter dans les quelques mois du mémoire. Sinon, empiler des généralités et rien faire de sérieux. Et c'est que souvent vous avez tendance, ou vous êtes poussé à trouver des sujets très larges, qui sont quelquefois, à mon avis, pas réalistes. Je pense qu'il vaut mieux un sujet restreint, bien travaillé, qu'un sujet très large sur lequel on se contente finalement de rassembler des généralités et que, voilà, oui, on a fait les 70 pages, mais ça n'apporte pas grand-chose parce qu'on a survolé les choses. Et du coup, ça aussi, c'est une grille de lecture de votre sujet. Hein. Est-ce que c'est traitable dans le cadre de votre mémoire ou de votre thèse, selon que vous êtes en mémoire ou en thèse? Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez les moyens d'apporter des choses dans le format, dans les contraintes de temps de votre travail? Et c'est la même chose pour des projets de recherche. Hein. Quand on est enseignant-chercheur, on a un temps limité à consacrer à la recherche. Si on s'embarque dans des choses trop gigantesques, on n'y arrivera pas. On ne fera rien. Et même quand on définit un projet de recherche collectif, c'est sur 3 ans. Bon, ben, on sait qu'il y a le temps de mise en route, il y a les ateliers de démarrage pour que chacun se cale, et que le temps réel possible à consacrer au terrain, il est limité. Et donc il faut centrer sur des objets de recherche qui sont cohérents. On a toujours des contraintes de temps et jamais la possibilité de faire tout ce qu'on voudrait. Donc il faut avoir des objets de recherche et des problématiques, vous avez bien vu que ça va ensemble, hein. Ça va complètement ensemble, qui sont cohérentes avec ce qui est possible de faire. Alors le réalisme, ça peut être le temps, le réalisme, c'est peut-être aussi le financement. Et si vous voulez faire une comparaison entre 10 communautés rurales au Sénégal, il faut du temps, mais il faut aussi pouvoir se déplacer partout dans le Sénégal, il faut pouvoir se loger partout, donc c'est des contraintes matérielles aussi qui peuvent être déterminantes. Donc ça ne sert à rien de partir sur un truc qui n'est pas réaliste financièrement et sur lequel vous pourrez en faire que le tiers. Il vaut mieux dans ce travail initial là être tout de suite sur quelque chose de réaliste, de faisable. Hein? Donc et puis évidemment non, ça vient après. Alors la question initiale, il faut la formuler très tôt. Vous n'êtes pas encore complètement abouti, vous êtes sur les premières, mais essayez dès le départ de ne pas vous contenter d'un sujet d'un terme très large comme les conflits fonciers à Hambourg, mais d'essayer déjà de formuler en termes de questions. Parce que du coup, vous avez bien vu comment
formulé en termes de questions, ça vous amène à dire, ben oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette question-là, comment ça peut se faire, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, à analyser. Donc c'est une première formulation, c'est très provisoire, ça va évoluer, mais déjà ça vous oblige à essayer d'arriver vers l'énigme. Hein? Voilà, le manuel de recherche, là, il dit des choses que je trouve très bien. Énoncer son projet de recherche sous la forme d'une question de départ par laquelle le chercheur tente d'exprimer le plus exactement possible ce qu'il cherche à savoir et élucider à comprendre. Mais c'est un premier fil conducteur pour pouvoir engager le travail. Parce que ça vous donne, encore une fois, des pistes d'exploration de la littérature, de lecture, ça vous donne des pistes d'enquête de terrain, et puis déjà, vous pouvez vous poser la question sur la pertinence, la faisabilité de cette question-là. Donc les qualités d'une question initiale, c'est la clarté. Si c'est une page emberlificotée où ça part dans tous les sens, c'est pas bon. Il faut que ça soit court, simple. Hein? C'est ensuite que vous allez creuser et complexifier un peu la question dans ce travail sur la problématique. Mais la question de départ doit être simple. Vous voyez, sur ma recherche au Niger, c'était pourquoi est-ce que l'Union européenne met en avant un thème politique au Niger et pas ailleurs. Oui, c'est basique, hein. C'est pas intellectualisé. Mais ça, c'est la question qui permet de poser les choses et à partir de là, de tirer les fils et de voir du coup, pour construire vraiment la problématique, quel questionnement il y a derrière. La question de départ, il faut qu'elle soit simple, claire, 3 lignes, un paragraphe, pas plus que ça, parce que sinon, ça veut dire que vous commencez à mettre trop de choses en même temps et que vous allez perdre en clarté. C'est ensuite que vous allez complexifier un peu, que vous allez structurer, que vous allez développer. Alors pertinence, évidemment, il faut que ça fasse sens, il faut que ça fasse sens scientifiquement. Oui, il ne faut pas que ça soit des questions obsolètes, traitées depuis longtemps, banales, etc. Hein? Il faut que ça soit faisable, avec les deux cas. Il faut que ce soit faisable empiriquement, c'est-à-dire que ce soit possible de mettre en place un dispositif d'enquête. Si c'est une question qui ne nécessite pas d'enquête, ce n'est pas une bonne question pour une recherche. Si vous dites, je ne sais pas moi, si vous êtes sur une question philosophique, est-ce qu'une meilleure gouvernance ferait que les gens soient plus heureux? Vous n'êtes pas dans la recherche en sciences sociales. Vous êtes dans la philosophie, c'est très intéressant, c'est très utile pour structurer les questionnements, mais vous n'êtes pas dans la recherche en sciences sociales. Parce que là, ce n'est pas une question qui vous permet de poser une énigme nécessitant, justifiant des enquêtes de terrain. Et puis, donc, il faut une faisabilité empirique, effectivement. Si ça vous demande d'aller faire des enquêtes approfondies dans 10 communautés rurales, ce n'est pas forcément réaliste. Si ça vous demande de comprendre qu'est-ce qui se passe au plus haut sommet de l'État dans les tractations secrètes entre les uns et les autres, ce n'est pas forcément réaliste empiriquement. Ça peut être très utile et très important, mais vous n'y arriverez pas. Donc ça aussi, c'est important. Il y a des sujets qui sont dans l'absolu intéressants, mais empiriquement, il est très compliqué de le traiter, quoi. Et encore une fois, en plus en thèse ou en master ou en thèse, vous ne pouvez pas, a priori, dire que vous allez réussir, sauf si vous êtes le fils de la bonne personne, ou la fille de la bonne personne, dire que vous allez accéder à des endroits vraiment de prise de pouvoir, enfin, des endroits de pouvoir très forts, quoi. Et puis faisabilité pratique, là c'est plutôt logistique, financière, etc.
si vous faites votre mémoire dans le cadre d'un programme de recherche qui a des budgets, des financements, qui peut vous permettre de louer une voiture, de payer des nuits d'hôtel, etc., à ce moment-là, vous pouvez aller dans différents endroits et faire plein de terrain. Si vous ne l'avez pas et que vous êtes seulement avec votre maigre bourse, bon, bah, il faut aussi le prendre en compte, et ça a des incidences sur les choix. Encore une fois, ce n'est pas un problème de prendre ça en compte. De toute façon, si vous ne le prenez pas en compte, ça va vous revenir à la figure au cours de la recherche. Donc il vaut mieux en prendre acte et faire le travail de définition de l'objet, de la problématique, pour trouver quelque chose qui fait sens, qui est intéressant, qui est pertinent et faisable dans les contraintes dans lesquelles vous êtes, plutôt que de vouloir partir sur des choses qui sont dans l'absolu intéressantes, dans l'absolu pertinentes, mais que vous ne serez pas en mesure de faire. Et puis je rajoute avec toute la discussion une question qui vous intéresse. Parce que faire une vraie recherche, ça demande de se motiver, d'investir du temps, de l'énergie, d'avoir la cervelle qui tourne quelquefois un peu jour et nuit là-dessus, en disant mais comment ça se passe, mais qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir, etc. Et si c'est quelque chose qui ne vous intéresse absolument pas, eh ben, on ne s'investisse pas vraiment dans une recherche quand ça vous intéresse pas, quoi. Alors je sais qu'apparemment, quelquefois, il ne faut pas que l'intérêt que vous portez au sujet vous amène à biaiser votre travail, c'est-à-dire biaiser idéologiquement, politiquement, etc. Ça oui. Mais le fait que c'est ce sujet qui vous intéresse, qui vous titille, que ça c'est bien. Alors, encore une fois, dans ce manuel, ils prennent quelques exemples, vous voyez, de bouquins vraiment de référence qui sont structurés autour d'une question simple. Tout le bouquin de Boudon sur l'inégalité des chances, sa question centrale de tout le bouquin, c'est est-ce que l'inégalité des chances devant l'enseignement a tendance à décroître dans les sociétés industrielles? Ben, c'est ça qui était l'objet de sa recherche, et c'est ça qui structure tout son bouquin. Et c'est pas des trucs alambiqués, théoriques, etc. Après ça, effectivement, je suppose que dans le bouquin, il le décline en 5, 6, 10 pages pour poser son objet avant de rentrer dans la démonstration. Mais le fil directeur central, c'est assez simple. Le bouquin de Bourdieu et d'Arbel sur l'amour de l'art, sur le truc, c'est qu'est-ce qui prédispose certains à fréquenter les musées, et contrairement à la grande majorité de ceux qui ne les fréquentent pas. On sait que tout le monde ne va pas dans les musées, donc qui, pourquoi, quelles sont les questions de catégorie sociale, d'éducation, etc., qui font que certains gens vont au musée. Et après ça, il y a tout un dispositif de recherche à mettre en place pour répondre à cette question-là. Mais la question initiale, elle est assez simple. Par contre, vous voyez bien que le fait de poser cette question-là, ça constate qu'il y a une inégalité des chances, et surtout encore à l'époque où il y avait beaucoup moins de gens qui arrivaient au baccalauréat, aux études supérieures. Hein, il y avait une corrélation énorme entre l'origine sociale et la trajectoire d'éducation, encore plus forte aujourd'hui. Et du coup, est-ce que justement l'évolution des sociétés industrielles, l'évolution de la demande de main-d'œuvre, etc., réduisait ça? Est-ce que c'était plus facile aujourd'hui que 30 ans avant de faire des études supérieures, de devenir ingénieur quand on est fils d'ouvrier ou de paysan? Et par derrière, il y a des questions sur l'inégalité, donc sur les effets de sélection du système éducatif, sur les différenciations sociales et leurs implications, et une interrogation sur un changement dans est-ce que les changements contemporains modifient cette situation-là ou pas? Est-ce que ces inégalités se reproduisent ou pas? Donc derrière, il y a quand même, vous voyez, il y a la théorie incorporée d'une certaine manière. Parce que rien que de formuler ça de façon simple, c'est déjà poser la question de l'inégalité, qu'elle existe, s'interroger sur est-ce qu'elle change ou pas. Et là, c'est partir du constat qu'effectivement, il y a une fréquentation très différentielle des musées, que c'est socialement très marqué,
Et donc, il y a l'hypothèse sociologique, il y a l'hypothèse sociologique que c'est socialement très marqué. Après ça, pourquoi, comment, ça c'est l'objet de la recherche. Bon, c'est pas pour vendre ça, mais c'est pour faire le lien avec donc vous voyez qu'une formuler une question de recherche simple, c'est pas simplement un exercice pour un masterand ou une jeune doctorante qui apprend le métier de la recherche. C'est une façon normale de démarrer une recherche. Et les grands sociologues, Boudon, Bourdieu, font aussi comme ça lorsqu'ils démarrent une recherche et lorsqu'ils structurent le bouquin qui le restitue. Alors, maintenant, on y vient avec une question de recherche, enfin une première question, pardon, une question initiale. Elle intègre déjà des bribes de problématisation. Le fait de mettre en avant la question de l'inégalité des chances, le fait de mettre en avant l'inégale fréquentation des musées, mais ce n'est pas encore construit scientifiquement. Donc c'est une fois que vous avez cette question initiale que vous pouvez commencer à la structurer. Et là, du coup, vous allez vous dire, effectivement, cette question-là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment la formuler en termes sociologiques? Du coup, on retrouve ce qu'on a vu à travers les différents exemples. Quels sont les grands questionnements qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on sait sur ce sujet-là? Et c'est là qu'on retrouve l'état de l'art, l'état de la littérature, le bilan des connaissances, peu importe comment on l'appelle, qui est de dire, voilà, où je me situe dans des recherches qui ont travaillé ce type de sujet. Et puis, l'autre question, c'est aussi quelles sont les grandes caractéristiques du terrain? Est-ce que ça fait sens sur le terrain? Et là, selon les cas, vous pouvez avoir un terrain qui est déjà presque prédéfini pour X raisons, mais il faut quand même être sûr que les questionnements sont pertinents. Ou alors, c'est votre question qui est principale et vous allez vous dire où est-ce que c'est utile et pertinent d'aller faire des recherches par rapport à cette question-là. Vous voyez, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Peu importe, le tout c'est qu'à la fin ça soit cohérent. Ça colle bien ensemble. Donc c'est clair que si vous vous intéressez sur la spéculation foncière périurbaine, vous n'allez pas faire ça dans une communauté rurale du fin fond de la région de Quai du Gouffre. Parce qu'a priori, vous ne verrez pas grand-chose. Qu'est-ce que vous connaissez à ce stade-là, avant d'avoir fait l'enquête? Qu'est-ce que vous connaissez de la situation du terrain qui vous permet de dire il y a ça et ça à regarder, ou ça vaut le coup d'aller enquêter sur ce sujet-là à tel endroit? Et là, vous pouvez avoir peut-être des premières idées parce que vous connaissez ce terrain-là, mais il est souvent nécessaire, voire indispensable, de faire une enquête, ce qu'on appelle une enquête exploratoire, une pré-enquête, une exploration, pour voir un petit peu à quoi ressemble le terrain, quelles sont les questions qui se posent, qu'est-ce que les gens en disent, et affiner votre problématique à partir de là. Donc, construire votre problématique, c'est à l'interface entre un sujet d'étude tel que vous le connaissez et des questionnements scientifiques et un état des connaissances. Et après ça, effectivement, vous pouvez le décliner en questions de recherche plus précises. Alors du coup, il y a ces deux parties qui permettent, ces deux volets qui permettent d'avancer et de passer de la question initiale à la problématique, avec à la fois les lectures et la pré-enquête. Alors, je vais vous faire photocopier, il y a une dizaine de pages bien dans le manuel
sur ces questions de lecture, qui est justement un peu vos questions, quoi. Comment est-ce qu'on ne se noie pas dans la littérature? Comment est-ce qu'on repère les choses les plus pertinentes? Et effectivement, déjà, si vous avez une question de recherche, ça vous oriente déjà. Si vous êtes sur les conflits fonciers à Hambourg, c'est très très large. Si vous êtes sur le jeu sur les règles et dans un contexte de forte spéculation foncière, ça vous oriente déjà. Ça cible un peu plus. Pour commencer à structurer votre lecture, vous avez besoin d'avoir les quelques références essentielles. Il n'y a pas forcément besoin de lire 50 bouquins. Par contre, il vaut mieux en lire 2 et les bons, de lire 5 articles et les bons et de bien les lire, plutôt que de multiplier quelque chose de survol. Mais du coup, la question, c'est comment les identifier, ceux-là. Forcément, si vous commencez, c'est difficile de savoir. Donc là, il y a quand même des auteurs que vous avez vus en cours, sur le sujet. Il y a des auteurs qui font référence. Vous pouvez interroger des chercheurs qui travaillent sur ce type de sujet pour leur demander quels sont les 3 auteurs ou les 4 auteurs à lire. Vous pouvez voir, quand vous commencez à lire des articles, qui sont les gens qui sont cités. Donc, qu'est-ce que les autres chercheurs considèrent comme des auteurs de référence? Donc, quels sont les articles qui sont régulièrement cités? Pour, du coup, repérer les principales, les quelques textes, les quelques qui sont les plus importants. Et ensuite, ces articles, il faut ces articles ou les textes, il faut les décortiquer pour comprendre ce qu'ils ont à vous apporter. Donc ça, vous savez faire des fiches de lecture. Donc, comme vous disiez ça, comment s'interroger à chaque fois sur qui c'est, quel est le contexte de l'article, comment est-ce qu'il a lui a construit son questionnement, quels sont ses apports majeurs, donc résumer le contenu pour vous entraîner et pouvoir progressivement comprendre quels sont les différents auteurs, quels sont les questionnements qu'ils mobilisent, en quoi est-ce que c'est intéressant pour vous, quels sont les débats qu'il y a, les controverses, les divergences dans la façon de poser les questions, pour pouvoir vous choisir, voir celle qui est la plus pertinente pour vous. Et pouvoir vous situer dans ces débats-là ou ces controverses. Donc identifier les grandes approches, les écoles, parfois, et puis quelquefois aussi les trous, et dire, mais attends, sur ce sujet-là, j'arrive rien à trouver. Il y a ça qui a été travaillé, il y a ça qui a été travaillé, mais là, il y a un trou, et du coup, peut-être que ça vaut le coup de m'y engouffrer. Et encore une fois, les articles de référence, on en a évoqué tout à l'heure, c'est pas forcément ceux qui sont les plus près de votre objet. Ça gère à différents niveaux. Il y a des articles ou des références qui vont vous aider à comprendre les politiques d'éducation au Sénégal. Donc ça, vous avez besoin de vous constituer une culture sur les politiques d'éducation au Sénégal si vous vous intéressez au plan décennal d'éducation. Et puis vous avez des articles qui vont être plutôt sur les problématiques, sur les questionnements. Et ceux-là, effectivement, ils peuvent être aller chercher plus loin des trucs qui ont été publiés sur l'Europe, sur les États-Unis, sur l'Afrique du Sud, sur le Kenya, sur le Brésil. Ça dépend. Si c'est les questionnements qui sont proches des vôtres, de savoir comment est-ce que les gens l'ont traité, qu'est-ce qu'ils ont analysé, qu'est-ce qu'ils ont regardé, qu'est-ce qu'ils ont vu. Ça, c'est important parce que ça vous permet de mettre en perspective, vous, ce que vous allez voir. Par définition, c'est toujours très difficile de voir qu'est-ce qui est original si vous avez un seul terrain. Comment vous savez ce qui est original et ce qui est intéressant? C'est forcément en comparaison par rapport à d'autres choses.
Alors, soit dans votre démarche, vous avez une démarche comparative, et vous allez pouvoir voir, ah ben ce que j'ai vu à Tambacounda, c'est pas ce que j'ai vu à Saint-Louis. Donc du coup, ça va mettre en avant des choses, mais souvent, vous n'avez pas la capacité de mettre en place vous-même une vraie démarche comparative. Du coup, la comparaison, c'est avec les lectures. Je fais mes enquêtes à Saint-Louis, mais dans ce que j'ai lu sur Tambacounda et sur Thiès, ah ben ça ressemble, c'est différent, et ça permet de mettre en lumière les spécificités peut-être de Saint-Louis. Où je travaille à Saint-Louis, mais ce sujet-là, il a été étudié au Brésil, et je vois qu'il y a pour partie des trucs qui ressemblent, et ça c'est étonnant parce qu'on pourrait se dire ça n'a rien à voir, mais sur les mécanismes et processus, il y a des choses qui ressemblent, et puis en même temps, évidemment, le contexte fait que c'est très différent. Mais du coup, vous pouvez vous interroger, qu'est-ce qui ressemble, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui relève du coup de quelque chose de vraiment général qui n'est pas lié au contexte de Saint-Louis, pas lié au Sénégal, mais qui est lié au fait qu'on est sur une politique d'éducation, par exemple? Et qu'est-ce qui est du coup extrêmement lié au contexte sénégalais, au contexte de Saint-Louis? Et identifier ça, hein, voir ce qui est pareil, ce qui est différent, mettre en lumière les singularités et les spécificités, c'est seulement quelque part en comparant qu'on peut le mettre en évidence. Et la comparaison, bah, du coup, elle se fait beaucoup par les lectures, et en regardant justement, qu'est-ce que d'autres auteurs qui ont fait des recherches sur des sujets proches ont dit? Est-ce que je retrouve les mêmes choses? Est-ce que c'est très différent? Et pourquoi? Et là, du coup, le pourquoi, ça vous amène à creuser, à approfondir, et donc à mieux comprendre l'objet que vous étudiez. Voilà. Donc, bien sûr, dans les lectures, il y a aussi ce qui vous permet de mieux comprendre votre sujet, donc la littérature grise, les statistiques, les rapports officiels, ça fait aussi partie des choses, mais c'est pas du même registre que la littérature scientifique. Donc ça, c'est sur le volet lecture. Vous avez d'autres questions là-dessus? On reviendra un petit peu sur les trucs de recherche bibliographique vendredi. Mais sur la démarche. Ça va? Hein? Donc l'autre volet, hein, pour que, encore une fois, votre objet de recherche, problématique et sujet soient cohérents, c'est par rapport au terrain. Et donc évidemment, au début, forcément, vous ne connaissez pas beaucoup de choses, vous ne connaissez qu'en partie ce qui se passe sur le terrain que vous allez étudier. Parce que sinon, il n'y a pas besoin de faire la recherche. Mais pour que votre questionnement soit pertinent, pour que votre problématique soit pertinente, il faut assurer que vous n'êtes pas à côté de la plaque et que votre façon de structurer les questions fait sens dans le contexte. Et ça, l'enjeu de la pré-enquête, c'est-à-dire que si vous êtes simplement en train de réfléchir à partir de vos lectures dans votre chambre d'étudiant, ben vous allez raisonner dans le vide sur cet aspect-là. Alors, l'enjeu de la pré-enquête ou des entretiens exploratoires, c'est de débroussailler un petit peu le sujet. C'est pas de faire l'enquête avant l'enquête, c'est de débroussailler un peu pour vérifier si vous êtes sur des bonnes questions, et puis de faire émerger déjà quelques questions peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé vous-même. Et donc, c'est des entretiens avec des personnes ressources, des gens qui connaissent bien la situation et qui peuvent vous dire des tas de choses. C'est, si possible, déjà des entretiens avec les futurs enquêtés, quelques premiers entretiens pour débroussailler le sujet, et puis, si possible aussi, des premières observations, parce que voir les choses, c'est toujours bien aussi. Donc, encore une fois, selon les moyens dont vous disposez, idéalement, c'est une semaine, 10 jours déjà de terrain.
bonjour. J'ai une question à propos de la faisabilité américaine. Ouais. Surtout pour ceux qui font l'étude internationale, Ouais. comme nous, qui est spécialisés en études internationales et apprentis de recherche. Parfois, nous avons des sujets qui sont trop sensibles et dans l'enquête, parfois, est très difficile parce que les structures étatiques qui sont chargées de prendre en compte cette question ne nous donnent pas, ne vous permettent pas d'avoir des éléments pour couler. Mais aussi, il y a un autre aspect, l'aspect transnational qui constitue un frein parfois pour la recherche. Et est-ce que cela, la question est, est-ce que cela doit encourager l'apprenti chercheur à ne pas pousser la recherche à se limiter tout simplement parce que ce qui un peu faut la ligne de démarcation entre l'étude internationale et l'étude publique, c'est l'aspect transnational. Ouais. Si on se concentre généralement sur le secteur national, on va laisser à côté cet aspect-là qui est l'aspect transfrontalier, Donc, est-ce que le chercheur ou l'apprenti chercheur en études internationales doit se déployer sur une université pour ces différents défis, à cause de ces différents défis? Oui. Ben, je crois que c'est là où la question effectivement de l'enquête se pose différemment selon les disciplines. Vous savez, hier on avait discuté un peu sciences politiques, sociologie. C'est clair que quand on est dans des sujets de relations internationales, la possibilité de faire une enquête de terrain dans plusieurs pays, elle est souvent compliquée ou difficile parce que là, s'il n'y a pas des budgets significatifs, c'est pas possible. Donc ça renvoie effectivement à la faisabilité, mais aussi ça renvoie à qu'est-ce qui est attendu de recherche en relations internationales. La place de l'enquête de terrain, avec des données propres, originales, que vous avez vous-même produites, par des questionnaires, par des entretiens, etc., n'a pas la même place dans cette spécialité-là qu'en socio-anthropologie ou en politique publique. Donc moi, c'est vrai que je mets l'accent sur l'enquête de terrain parce que je trouve que c'est extrêmement fondamental, mais il y a des sujets sur lesquels, effectivement, vous êtes plutôt à analyser la documentation, mettre en perspective, critiquer, etc. Donc la dimension enquête de terrain n'est pas importante ou n'est pas ou est minimale, quoi. Donc là, ça renvoie encore une fois au champ disciplinaire. C'est-à-dire qu'est-ce qui est attendu en relations internationales, qu'est-ce qui est attendu en politique publique, qu'est-ce qui est attendu en sociologie, et il faut que vous soyez cohérent avec ce qui est attendu dans votre discipline. Vous voyez, et il y a des travaux extrêmement intéressants, oui, bien sûr, il y a des travaux extrêmement intéressants en relations internationales qui n'ont pas de terrain au sens classique du terme, quoi. Le terrain, c'est pas seulement le fin fond de Cartier-Brousse. Le terrain, ça peut être l'Assemblée générale des Nations Unies, ça peut être l'OMC, mais le terrain, ça veut dire des enquêtes spécifiques, la production de données originales, de données primaires, à travers, du coup, des questionnaires, des entretiens, des observations, etc. Vous pouvez faire une recherche avec une dimension terrain qui soit faible ou inexistante. Encore une fois, tant que c'est légitime dans votre spécialité, et que par rapport à votre spécialité, vous construisez une problématique et une démarche d'enquête qui est cohérente, il n'y a pas de problème. Par contre, la faisabilité pratique, là, ça va être peut-être l'accès aux sources. C'est-à-dire que même si vous ne faites pas d'enquête spécifique, allez interroger les gens. Si vous voulez parler de je sais pas quoi, moi, la déclinaison de telle politique CEDEAO dans les pays de l'espace CEDEAO, si vous n'avez pas accès à la littérature sur le Niger, vous allez avoir du mal à le traiter.
Donc il y a aussi une faisabilité empirique, pratique, c'est l'accès aux sources. Donc dans votre cas, ça sera la documentation, ça ne sera pas les gens qui acceptent de vous rencontrer. Mais il y a aussi un problème de faisabilité empirique. Si vous n'avez pas accès aux documents, il y a des choses que vous ne pouvez, des recherches que vous ne pouvez pas mener. Et puis il y a des recherches que vous pouvez mener si vous avez de quoi financer un voyage au Niger pour aller dans les bibliothèques et dans les ambassades. Et puis donc qui sont faisables avec un budget, et d'autres choses qui sont faisables sans budget. Vous voyez? Donc la question de la faisabilité, je pense qu'elle se pose aussi. Je ne connais pas du tout le champ des relations internationales, mais il me semble que la question de la faisabilité, elle se pose aussi. Simplement, effectivement, ça ne sera pas les mêmes critères, quoi. Ouais, ça répond à votre question. Donc là, dans l'enquête exploratoire, le but, c'est de vous donner une première image de la réalité que vous allez étudier, en écoutant, en faisant parler des gens qui ont des choses à dire dessus. Donc, si vous faites, si vous travaillez sur les conflits fonciers à Hambourg, eh bien, vous allez aller voir, sans doute le maire. Va vous tenir certainement un discours assez institutionnel, mais vous allez voir peut-être au tribunal qui correspond. Les gens vous parlent, est-ce qu'ils entendent beaucoup parler, est-ce qu'il y a beaucoup de cas de conflits fonciers qui leur arrivent. Vous allez voir des associations locales, vous allez voir des personnes qui, a priori, vous pensez qu'ils ont des choses à dire sur le sujet. Pour dire, mais comment ça se passe, la question du foncier, comment ça se passe, les investisseurs qui veulent développer des infrastructures touristiques, c'était quoi les dernières fois où vous avez entendu parler de conflits fonciers, d'essayer de débroussailler un peu le sujet. Et puis si vous avez le temps, finalement, c'est déjà d'aller faire des entretiens auprès des personnes directement concernées, donc des habitants qui ont vendu une parcelle, des gens qui ont acheté, pour être déjà un peu sur le concret, le quotidien des gens. Et ça, du coup, ça vous permettra d'avoir une image un peu plus précise de la réalité sur laquelle vous allez travailler, et puis déjà de voir si vos idées initiales que vous avez construites à partir de la littérature, ça tient la route, ou est-ce que c'est pas ça du tout, et puis de mettre en avant des éléments de réalité qui sont des éléments prégnants, dont les gens vous parlent tout de suite, les quelques premières personnes vous parlent déjà, et qu'il faut que vous preniez en compte dans votre façon de construire votre problématique. Ok. Donc vous voyez comment ces deux champs d'exploration, à partir de votre question initiale, vous permettent de l'affiner et d'avancer à la fois dans les questions, la façon de formuler les questions, pertinente d'un point de vue de la littérature, de l'état des connaissances, et suffisamment pertinente par rapport à votre terrain pour justifier ensuite de dérouler votre recherche. Et donc c'est ces deux travaux parallèles ou successifs, en tout cas en interaction, en interaction qui vous permettent d'aboutir à une formulation de la problématique qui soit suffisamment resserrée et précise pour être traitable, suffisamment ancrée dans le terrain pour être pertinente et ne pas vous engager dans des impasses, et puis qui s'appuie sur les travaux existants, ne réinvente pas la roue, s'appuie sur ce qu'on sait pour aller plus loin dans vos questions, et puis éventuellement identifie des trous, des questions nouvelles que vous allez pouvoir traiter,
pas seulement parce que c'est Mbourg, Thiès ou je sais où, mais aussi parce que dans la littérature, vous avez vu que ça, c'est pas forcément très traité, alors que ça apparaît important dans votre site d'études. L'ambition d'une recherche, normalement, c'est aussi d'apporter des connaissances nouvelles. Les connaissances nouvelles, c'est pas seulement je vais montrer que à Diama sur l'eau potable il se passe à peu près la même chose qu'à Richard Toll, parce que ça, bon, voilà, c'est d'apporter des choses sur la connaissance globale, donc d'apporter des choses par rapport à la question qu'on pose, les questions d'eau potable au Sénégal. Bien sûr, l'ambition de nouveauté, elle dépend. Vous êtes en master, on vous demande avant tout de vous montrer que vous êtes capable de faire une première recherche. On ne vous demande pas de révolutionner la science. Pour être réaliste. Par contre, en thèse, normalement, vous êtes censé positionner votre sujet en référence à un état des connaissances et donc apporter des choses originales. Il ne faut peut-être pas révolutionner la science en général avec un grand S, mais qui en tout cas vont apporter une brique à la connaissance. Ouais. Aussi, est-ce que parfois la faisabilité ne va pas dépendre de la sensibilité de certains sujets? Par exemple, si on veut travailler sur les agro-industries, dans ce cas-là, il est très très difficile d'accéder à l'information. Par exemple, si on prend le cas de la SAF tout près, souvent quand on y va pour faire des enquêtes, c'est très compliqué. On peut le faire par courrier, mais des fois ils ne répondent pas, parfois les responsables sont là. Donc dans ces cas-là, c'est très difficile de produire un document assez convaincant. Donc la faisabilité implique qu'il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte, surtout souvent des sujets sensibles. Oui. Oui, mais c'est là aussi où, d'un point de vue pratique, pour un sujet de master, je pense qu'il ne faut pas prendre des sujets casse-gueule. Votre objectif, c'est de vous entraîner. Votre objectif, c'est d'apprendre à mener une recherche. Si vous vous mettez, ou si on vous met sur un truc casse-gueule que vous n'arrivez pas à faire, vous ne pourrez pas faire cet apprentissage-là. En thèse, vous pouvez prendre une partie sensible. Si vous centrez tout sur quelque chose de très sensible, vous allez être obligé de recomposer si vous êtes bloqué. Peut-être vous pouvez choisir une partie un peu plus traitable et une partie un peu plus risquée. Vous voyez, dans votre façon de construire la problématique. Et dans la façon de vous positionner les différentes questions les unes par rapport aux autres. Et dans ce cas-là, vous avez le temps d'avancer, et puis vous avez le temps de développer des relations, de revenir, d'essayer de rencontrer des gens de l'entreprise dans différents contextes, de leur montrer que vous n'avez pas un point de vue, vous cherchez à tout prix à les dézinguer et que ça vaut le coup qu'ils parlent avec vous. Vous avez le temps d'essayer de construire les relations qui feront que vous arriverez peut-être à accéder à certaines informations. Voilà. Mais ça, c'est possible si vous avez 3 ans, donc si vous avez une thèse, le temps d'une thèse, et si vous ne mettez pas tout sur ça qui est un pari risqué. Et ça aussi, ça fait partie du choix des sujets, parce qu'effectivement, vous avez des sujets extrêmement intéressants, mais qui sont pas traitables, sauf conditions particulières. Si vous êtes le neveu du directeur adjoint, peut-être que ça vous permettra d'avoir un accès facilité. Alors après ça, est-ce que vous n'aurez sûrement pas tout de toute façon, mais voilà, comment vous allez gérer ensuite ce que vous allez montrer, est-ce que ça va fâcher le tonton, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, en termes d'accès à des personnes, d'accès à des sources d'information, c'est clair que ça facilite. Ça peut faciliter. C'est pas forcément ton nom, ça peut être des gens que vous connaissez, ça peut être un promotionnaire, etc.
Mais quand on est dans des recherches vraiment empiriques, qualitatives, où on va vraiment à la recherche, la relation qu'on établit avec les gens est fondamentale. C'est une condition pour avoir des entretiens fructueux. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi, parce qu'il y a un temps, effectivement, d'investissement, d'ancrage sur le terrain, de connaissance des gens, que les gens vous voient. La première fois, ils vont vous dire oui, bonjour, voilà. Ils vous revoient 15 jours après. Ah, tiens, c'est toi, tu es revenu. Et puis, du coup, la relation change. Parce que c'est plus le énième étudiant qui passe et qu'on ne revoit jamais. C'est du coup c'est Abdoulaye ou Fatoumata qu'on connaît, avec qui on a déjà échangé, et puis du coup ça change la relation. Donc quand on est sur des démarches comme ça, où l'accès à l'information est difficile, suppose d'établir des relations personnelles, etc., bah, il faut intégrer ce temps-là dans le réalisme de l'enquête. Parce que c'est une condition. Donc, essayez de trouver des choses avec des données plus faciles à obtenir, que vous pouvez déjà produire et accumuler pendant que vous êtes en train d'établir toutes ces relations, pour pas que les 4 premiers mois soient uniquement de l'investissement relationnel, quoi. Mais que du coup, ces 4 premiers mois, l'investissement relationnel que vous avez pu faire vous permettent ensuite d'aller beaucoup plus loin, d'avoir accès à des données, d'avoir accès à des lieux, d'avoir accès à des informations. Donc ça fait partie aussi de la faisabilité empirique. Quand on est sur des démarches socio-anthropologiques, il y a ce qu'on appelle l'immersion, c'est-à-dire le fait d'être suffisamment ancré dans un lieu pour faire un peu partie du paysage, ne plus être la personne, qu'est-ce qu'il cherche, c'est qui, qu'est-ce qu'il veut, mais quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a discuté, qu'on a dialogué, qu'on a l'habitude de voir, et du coup on est moins sur de la défense, sur de la protection, sur du contrôle de l'information. Effectivement, on ne peut pas faire de vraies démarches socio-anthropologiques en un mois sur des terrains qu'on ne connaît pas. Et si vous êtes sur du questionnaire, bah, ça va être d'autres contextes de faisabilité. Il faut pouvoir avoir le faire passer, avoir la capacité à en faire passer 100 ou 150, etc. etc. Il y a d'autres critères de faisabilité. Mais dans tous les cas, et encore une fois, encore plus, à mon avis, encore plus en phase d'apprentissage, donc de master et puis même de thèse, la faisabilité pratique, elle est importante. Il ne faut pas se restreindre à des trucs bateaux, mais il faut quand même prendre en compte ce sujet-là. Enfin, cette question-là. Donc ensuite, voilà, ça on l'a déjà vu, hein, c'est votre problématique, vous la déclinez en questions de recherche, qui chacune font référence à une sous-problématique spécifique, un champ de questionnement, un champ de littérature, et qui suppose un dispositif d'enquête pour pouvoir y répondre. Et donc, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, en fait, les démarches d'enquête ne vont pas être exactement les mêmes selon les questions de recherche. Donc si je reprends toujours cet exemple, la question de recherche sur la dynamique des OSC au Niger, le rapport à l'État, ça va être évidemment la littérature académique, la littérature grise, c'est des entretiens avec les personnes ressources. Si mon sujet central est ça, je n'ai pas la possibilité de faire une recherche sur les dynamiques des organisations de la société civile au Niger. C'est trop gros. Ça serait une recherche en soi. Donc du coup, là, je ne vais pas faire je ne vais pas prétendre faire une recherche approfondie. Ce que j'ai besoin, c'est de pouvoir mettre en contexte tout ça par rapport à ces dynamiques des organisations de la société civile au Niger. Du coup, je vais aller voir des personnes ressources, je vais aller voir un certain nombre de responsables d'organisations de la société civile qui sont importants, je vais aller voir des observateurs qui connaissent très bien ça, qui le regardent, qui soient chercheurs, qui soient dans l'appareil d'État, qui soient eux-mêmes acteurs de la société civile, pour me construire un paysage.
Là, par contre, quelles sont les étapes du projet? Là, on est au cœur de mon questionnement. Donc là, je vais y aller de façon approfondie. Je vais analyser dans le détail les rapports d'expertise pour arriver à les récupérer. Je vais suivre toutes les étapes à chaque fois. Il y a tel rapport, mais il y avait avant des termes de référence. Comment ça a été fait, quelles sont les questions qui étaient posées, qui étaient les experts, quel était leur profil, quel était leur parcours, qu'est-ce qu'ils connaissaient du Niger avant de venir, comment ils ont travaillé, quel était leur rapport. Si je peux récupérer les procès-verbaux des réunions de restitution pour savoir quels ont été les débats autour du rapport. Et puis le suivant, est-ce que ça a pris en compte le résultat du premier ou est-ce qu'ils sont partis sur autre chose? Donc là, je vais décortiquer pas à pas les différents les rapports et la vie des rapports. Et puis pour comprendre aussi des choses que je vais voir, je vais faire des entretiens. Pas des entretiens larges sur c'est quoi les amis de la société civile au Niger, des entretiens, mais sur comment ça s'est passé à ce moment-là. Vous étiez à la délégation à cette époque-là, aujourd'hui vous êtes au Cameroun, on se parle par Skype. Quand vous étiez à la délégation, comment ça s'est fait, quelles étaient les réactions du gouvernement à la restitution de cette étude-là. On voit qu'il y avait une tension entre ça et ça, comment ça a été décidé. Donc je vais avoir des entretiens très précis sur factuellement comment sont passées les choses. C'est pas les mêmes entretiens. Et là, je vais essayer d'avoir tout le monde. Les gens qui étaient à la délégation, les experts qui ont contribué, les interlocuteurs de l'État qui étaient dans le comité de pilotage. Je vais essayer d'avoir tout le monde pour croiser les informations et vraiment construire une image la plus fine possible de comment tout ça s'est passé. Parce que c'est au cœur de mon sujet. À travers ça, il y a aussi la question des rapports entre la délégation et Bruxelles. Déjà, en faisant ça, je vais avoir des informations. Mais je vais le compléter par des entretiens plus généraux avec les gens de la délégation, avec leurs interlocuteurs à Bruxelles, parce que à travers les rapports, j'aurais vu citer des noms. Les gens qui étaient à la délégation, je leur ai demandé mais c'était qui votre interlocuteur? Et puis je vais avoir des entretiens spécifiques sur les relations avec Bruxelles. Est-ce qu'ils vous donnaient des normes, des cadres? Est-ce qu'ils vous laissaient complètement les mains libres? Comment se passaient les relations? Est-ce que les rapports, ils avaient besoin de valider là-haut ou est-ce que vous étiez autonome? Pour comprendre le jeu interne des relations et l'autonomie ou pas des délégations sur des sujets comme ça. Si j'avais eu les moyens, je serais allé à Bruxelles passer un mois de 15 jours au moins de terrain, en travaillant avant les rendez-vous pour avoir les premiers rendez-vous et espérer qu'ensuite Monsieur X me donne accès à Madame Y. Là, j'ai pas eu les moyens de le faire, donc j'ai fait à distance des entretiens par téléphone, par Skype, avec les gens de Bruxelles, qui étaient à l'époque. Quelle expérience de travail de l'UE avec les OSC? Et ben ça aussi, c'est l'analyse des rapports, des autres projets, c'est des entretiens avec les personnes, les acteurs de l'UE, avec les gens qui travaillent dans des projets financés par l'Union européenne pour voir comment est-ce qu'ils traitent la question des rapports avec les organisations locales. Et voilà, etc. Donc vous voyez bien que... Oui. Est-ce que vous avez traité toutes ces questions de recherche dans une seule recherche? Bien, c'était plusieurs recherches différentes. Non, c'était une seule, mais qui était étalée, c'est étalé sur 2 ans de terrain, et ensuite, le temps que j'arrive à dépouiller tout ça, à écrire, le bouquin est sorti 3 ans après. Est-ce que dans une recherche, il est possible d'avoir une seule question de recherche? Je pense que, elle est toujours à décliner, parce que vous savez, c'est une histoire d'arbre. Celle-là, on pourrait la décliner encore. Mais c'est clair, ça renvoie au dimensionnement. Quoi. En fonction de l'ampleur du sujet et du temps que vous pouvez y consacrer, vous définissez un objet, un périmètre plus ou moins large. Donc c'est ça aussi le réalisme. Moi j'étais pour 3 ans en poste au Niger, j'ai pas fait que ça. Vous savez que j'ai travaillé régulièrement sur ce sujet-là, consacré, je sais pas, le tiers de mon temps pendant 2 ans.
Donc du coup, j'avais la possibilité de faire tout ça. J'ai pas réussi à avoir tout le monde, j'ai pas réussi à avoir tous les rapports. Mais j'avais suffisamment de choses bien documentées pour pouvoir construire une analyse solide. C'est clair que si vous n'êtes pas dans une... Enfin, là, c'est possible parce que c'était une enquête sur 2 ans. Pas 2 ans à temps plein, mais étalée sur 2 ans. Sinon, effectivement, bah, vous resserrez votre problématique, vous resserrez peut-être là-dessus, et puis vous réduisez. Le tout, c'est la cohérence. On ne vous reprochera pas d'avoir choisi un objet plus restreint. Le tout, c'est qu'encore une fois, il y a une cohérence entre l'objet et sa délimitation, les questions que vous posez et la capacité à les traiter. Donc selon les cas, bah, vous êtes sur une petite recherche et vous êtes masterant en train d'apprendre, vous choisissez quelque chose de modeste, de pragmatique que vous allez pouvoir traiter. Vous êtes sur une thèse, grossissez un peu. Vous êtes un chercheur expérimenté où vous savez comment gérer les rapports avec les administrations, comment faire des enquêtes chez les bailleurs de fonds, etc. Vous savez comment marche la mécanique, pas celle-là précisément, mais comment marchent les mécaniques de l'aide, l'histoire des thèmes de référence, des rapports d'expertise, etc. pour pouvoir mener des entretiens approfondis. Là, vous pouvez vous donner une ambition plus forte, quoi. Vous voyez ? C'est vraiment une question, pour moi, c'est vraiment une question de cohérence. C'est pas un problème que ça soit restreint, c'est une question de cohérence. Plus vous voulez aller profondément dans un objet, ça veut dire y consacrer du temps, donc il faut un objet limité. Si vous pouvez produire les données sur une base large sans difficulté, vous pouvez élargir. Si vous pouvez faire du questionnaire et que le questionnaire est pertinent, vous pouvez avoir un champ de recherche assez large. Mais s'il faut que vous fassiez de la production de données personnelles, originales, à partir d'entretiens, d'observations, en négociant l'accès au terrain, en établissant des relations pour que les gens vous parlent, alors vous ne pouvez pas faire un truc énorme. Vous voyez, donc c'est comment ces différentes pièces du puzzle, comment vous les combinez de façon cohérente. Est-ce que j'insiste, vous voyez, je l'ai dit hier, mais ce que Olivier Sardon et d'autres appellent la politique du terrain, en fait, la stratégie d'enquête, c'est pas globalement je vais faire des entretiens et je vais faire des observations. Ça, vous pouvez le dire de façon générale. Mais l'enjeu, c'est de dire, par rapport à ça, comment je vais m'y prendre? Par rapport à ça, quelles vont être les sources d'information? Quelles sont les personnes que je vais aller voir et le type de personnes que je vais aller voir et pour leur demander quoi? Est-ce que ça va être un entretien qui va être précis et sur un moment précis? Est-ce que je vais leur demander un discours général sur qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Vous voyez, c'est pas le même entretien. C'est pas la même stratégie. Est-ce qu'il y a des choses que je vais pouvoir observer moi-même? Est-ce que c'est que des entretiens physiques, pas directs, en face à face? Est-ce qu'il y a des gens pour qui il faut retrouver leurs traces? Des gens qui étaient là 4 ans avant, qui sont maintenant au Cameroun, ou retournés à Bruxelles, ou en poste ailleurs. Est-ce que j'arrive à retrouver leurs contacts par Internet, par les gens qui les connaissent, etc. Est-ce que j'arrive à négocier un entretien téléphonique ou Skype? Vous voyez le détail, c'est ça. Donc, vous pouvez dire, a priori, je fais une démarche plutôt sur du questionnaire ou plutôt sur de l'entretien, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc, le détail de la stratégie d'enquête, c'est bien par rapport aux questions là qu'il faut vous la poser et à chaque fois adapter votre stratégie. Et puis s'il y a des trucs qui ne marchent pas, on essaye de contourner, ou peut-être on abandonne une question qui n'est pas traitable. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Voilà. Et c'est ce cheminement-là, hein, je voudrais que vous soyez bien conscient, et on trouve le fait que le détail des stratégies de recherche, d'enquête, ne vont pas être les mêmes en fonction des questions de recherche. Alors, du coup,
Ça, c'est un extrait d'un mémoire, c'est en géographie et c'est à l'UQAM. Donc, vous pouvez vous sentir libre. Comment vous réagissez à, ça c'est un mémoire de master, quand les objectifs de recherche sont formulés comme ça? Suite à tout ce qu'on a discuté, quelles sont vos réflexions sur cette façon de poser des objectifs de recherche? Moi, je pense que c'est quand même très simple. C'est la première des choses, mais également, il est tenu compte effectivement peut-être à part analyser, montrer, étudier peut-être les termes appropriés, n'est-ce pas, pour dérouler quand même les objectifs. Pour que ce soit là, et conduise pour sinon, ça paraît quand même très simple comme formulation. Merci. Je pense que dès le début, lorsqu'il dit l'objectif de l'étude reste une première connaissance, je pense que ce n'est pas concret, c'est probable. Alors que dans les objectifs de recherche, il faut utiliser les verbes d'action. Il faut chercher des choses concrètes, réalisables. En plus de ça, lorsqu'il dit analyser les difficultés de la cohabitation entre les droits coutumiers et modernes en matière de gestion foncière, je pense que ça peut même déboucher sur une seule recherche. Donc, essayer de traiter cette question sur un mémoire de master sera très compliqué. Trop ambitieux par rapport à cet objectif. Pardon? Trop ambitieux. Oui. Et en quoi c'est trop ambitieux? En quoi c'est trop ambitieux? C'est un mémoire. Ouais. C'est un mémoire. Ouais. Donc, pour la réalisation spécifique, il faut qu'il y ait des mémoires. Il y a trop d'objectifs ou des objectifs trop compliqués? Quand il dit l'objectif, il reste une meilleure connaissance. Une meilleure connaissance. Je pense qu'effectivement, c'est pas bien précis. Une meilleure connaissance en termes de loi, par exemple. Par exemple, déterminer les règles qui portent au conflit. Voilà, c'est une connaissance sur la gestion du processus vaste. Oui. Sa troisième et dernière question se regroupe un peu, parce que quand il veut étudier les difficultés de cohabitation, c'est qu'il y a forcément un conflit qui s'est posé. Donc ce sont deux choses qui vont se regrouper dans une même problématique, je dirais, et dans une même phase. Il y a des hypothèses implicites là, effectivement, et sans doute un recoupement, effectivement. Effectivement, moi, il me semble que, alors, je vais pas photocopier avant, mais une meilleure connaissance de gestion du foncier, effectivement, c'est pas un objectif de recherche, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question de recherche, il n'y a pas de problématique. Donc, meilleure connaissance, meilleure que quoi? Que celle dont dispose quelle personne? On ne sait pas. Donc vous avez un objectif, mais pas qui est très large, où on ne sait pas meilleur que quoi et que qui, et il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de problématique. Vous voyez, et vous avez vu que c'est seulement par rapport à une problématique, un questionnement, qu'on peut décliner ça en question de recherche. Alors ensuite, effectivement, spécifique, montrer les différents usages du foncier et la manière dont il est distribué. Alors, différents usages du foncier, ben, c'est quoi le champ, hein? Qu'est-ce qu'on appelle gestion du foncier?
gestion, du foncier, c'est quelque chose de très vague. Est-ce que c'est les chefs de village? Est-ce que c'est les familles? Est-ce que c'est au sein de la famille? Est-ce que c'est les communes? Est-ce que c'est... on ne sait pas ce que c'est, gestion. Du coup, on ne sait pas si ça s'intéresse effectivement à les pratiques des communes en matière d'administration foncière, parce que là, ils ont des prérogatives, ou si c'est, y compris en termes intrafamilial, etc. quoi. Et du coup, les différents usages, c'est les différents usages de qui? C'est tout le monde. Mais c'est quoi les différents usages? Si on dit il y a des agriculteurs qui font de l'agriculture, des éleveurs qui font de l'élevage et des agrobusiness qui font de l'agrobusiness, enfin, ça veut dire quoi montrer les usages, vous voyez? Qu'est-ce que ça va au-delà de ça? S'il n'y a pas une question, on peut se contenter de ça. Et on n'apporte pas grand-chose. La manière dont il est distribué. Alors ça, distribuer, c'est intéressant. Ça veut dire une question de répartition, et a priori, effectivement, une répartition qui n'est pas égale. Qui n'est pas égale entre agriculteurs et éleveurs, peut-être, qui n'est pas égale entre hommes et femmes, qui n'est pas égale entre gens riches et pauvres, entre autochtones ou migrants arrivés depuis quelque temps. Mais inégale, une distribution entre qui et qui. C'est pas la même chose de vous intéresser aux inégalités d'accès à la terre entre hommes et femmes, qui renvoient à des rapports familiaux, que de vous intéresser à la différence, aux inégalités de répartition des terres au sein des exploitations agricoles, en fonction de l'ancienneté dans le village, la démographie, je ne sais pas quoi. Et c'est pas la même chose. Vous n'allez pas vous y prendre tout à fait de la même façon. Donc, c'est beaucoup trop général pour être traitable. Difficulté de la cohabitation entre les droits coutumiers et modernes en matière de gestion foncière. Donc là, il y a la question effectivement juridique derrière ça. Mais est-ce que c'est les droits coutumiers et modernes qui cohabitent? Est-ce que vous avez droits coutumiers et droits modernes qui sont ensemble en train de discuter autour d'une table? Non, il y a des détenteurs de droits coutumiers, en tout cas non légalisés, et il y a des détenteurs de droits dits modernes, c'est-à-dire des gens qui ont des documents juridiques reconnus. Donc, est-ce que la question c'est cohabitation entre droits coutumiers et modernes, ou c'est tension entre les acteurs qui n'ont pas de droits légalement reconnus et ceux qui en ont? Vous voyez, c'est quand même pas tout à fait la même façon de poser les choses, parce que du coup, là, vous êtes sur des acteurs, vous formulez ça là-dessus, et non pas sur des droits ou des choses abstraites. En matière de gestion foncière, donc encore une fois, qu'est-ce qu'on appelle gestion, à quel niveau ça se situe? Et là, ces difficultés, bon, on pourrait les creuser, quel type de difficulté peut se poser. Étudier les conflits qui peuvent résulter de la gestion foncière. Est-ce qu'on étudie des conflits existants qui résultent de ça, ou qui peuvent dans l'absolu? Si vous êtes sur une démarche empirique, vous allez étudier des conflits qui existent. Et vous allez voir, du coup, est-ce qu'ils relèvent de ça, est-ce qu'ils relèvent d'autre chose? Mais c'est des conflits existants qui vont vous intéresser. Et résulter de la gestion foncière, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qui résulte des pratiques des communes et de l'usage de la loi par les communes, et de cette tension entre justement le fait que certains acteurs peuvent avoir une délibération, une affectation de terre et un droit légalement reconnu et que d'autres n'en ont pas. Là, je vois ce que c'est. Vous voyez? Mais c'est plus précis de formuler les termes dans ce sens-là que simplement gestion foncière. Donc encore une fois, gestion foncière, c'est pas c'est quelque chose de très flou, de très qui peut regrouper plein de choses différentes. Donc du coup, je ne connais pas du tout Patarlia, hein, j'ai vaguement regardé où c'était, mais il me semble que si vous formulez vos questions de recherche comme ça, c'est autre chose, quoi. Ça vous guide plus.
Si vous posez, si c'est bien la question des rapports entre les droits coutumiers, donc ceux qui ne sont pas légalisés, et le rapport au droit écrit, vous pouvez peut-être vous poser la question sur est-ce que les procédures d'accès légal et de droit foncier, également reconnues, c'est 2 fois, sont sources de conflit. Ah, pas tard. Donc, du coup, vous allez vous interroger sur qui sont les acteurs qui demandent des droits fonciers, qui font appel à ces procédures-là, soit par des affectations par les communes, peut-être par d'autres mécanismes. Est-ce que c'est des gens de la communauté rurale? Est-ce que c'est des acteurs? Est-ce que c'est des gens originaires de la communauté rurale mais qui sont cadres à Dakar et qui veulent acheter des terrains? Est-ce que c'est des gens extérieurs complètement à l'espace local? Qui y sont? Vous n'avez pas forcément besoin de vous interroger sur tous les modes d'usage de la terre. Si ce qui vous intéresse, c'est vraiment ce lien des rapports entre procédure légale et ressources. Après ça, vous allez poser la question des démarches suivies et est-ce qu'elles garantissent la légitimité locale des droits légalisés. Alors ça, dans la littérature, vous allez trouver ça très fortement. Vous pouvez obtenir, comme le cadre légal n'est pas est en décalage avec les réalités, vous pouvez parfois obtenir des droits qui sont légaux, mais qui ne sont absolument pas acceptés localement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la tension entre la légalité et la légitimité. Donc est-ce que, ça, il y a plein de littérature là-dessus, est-ce que là, à Pattaria, ces démarches suivies font que ceux qui demandent des documents écrits, ou des affectations du conseil rural, elles sont légitimes ou pas? Autrement dit, est-ce que ça vient légaliser des droits fonciers qui sont légitimes, que ce soit de gens habitant la commune qui demande de légaliser ce qu'ils ont, les terres de leur papa ou de leur grand-père, ou que ce soit des gens qui peut-être ont négocié, ont acheté, etc. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que maintenant c'est à eux. Ou est-ce qu'au contraire, on a le décalage? Et donc, du coup, vous allez voir s'il y a des tensions entre les deux, s'il y a des conflits qui apparaissent dans ces demandes légales de légalisation. Et à ce moment-là, vous pouvez voir dans quelle configuration la demande de légalisation aboutit à des conflits. C'est pas obligatoirement le cas. Vous ne savez pas. Donc votre question, c'est de savoir est-ce que, dans quel cas, dans quelle mesure, souvent, avec qui. Ok. Donc bon, je vous parle beaucoup de foncier, qui sont des points un peu techniques, pas forcément évidents, mais voyez comment, encore une fois, je ne connais pas du tout cette région-là, mais voyez comment une formulation en termes de questions, de problématiques déclinées en questions, qui font appel aussi à des résultats de recherche, permettent d'avoir des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus intéressantes, et beaucoup plus productive en termes ensuite d'enquête. Parce que si vous posez ces questions-là, vous n'avez pas mené la même enquête que si vous posez les questions générales qu'on a vues tout à l'heure. Et le risque, si vous vous contentez des questions générales, c'est de survoler parce que vous ne savez pas quoi analyser. Vous ne savez pas sur quoi enquêter précisément. Donc vous survolez, vous vous contentez de résultats ou de réponses assez générales, et vous n'avez pas la possibilité de creuser ou d'affiner parce que vous ne savez pas pourquoi ces informations générales ne sont pas suffisantes. Hein? Donc, voilà, je voulais illustrer à partir de cet exemple-là le fait que quelqu'un qui part sur le terrain avec la formulation de tout à l'heure risque de survoler et de ne pas savoir quoi faire, alors que quelqu'un qui a fait le travail préalable et qui part avec ces questions-là a une stratégie d'enquête beaucoup plus précise, sait beaucoup plus précisément sur quoi faire porter son enquête et pourquoi, et du coup est capable de produire des données beaucoup plus intéressantes. Alors, derrière ça, il y a la question des hypothèses. Ah, pardon.
Dans le stade précédent, je crois que l'étudiant a décliné les séries de recherche. Qui est, pardon? L'étudiant. Oui. Et je crois qu'il décline ses objectifs Oui. de recherche. Bon, les autres, à mon avis, sont différents des questions de recherche. Oui, si on veut. Mais oui, mais il n'en demeure pas moins que formuler dans des termes aussi larges, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Parler de gestion foncière en général, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Parce que gestion foncière, c'est extrêmement vague. Ça touche à plein de choses différentes. Vous voyez, soit si l'étudiant il a derrière l'idée, quand il parle de gestion foncière, de s'intéresser aux pratiques des communes en termes d'affectation de terre, il faut le dire. Parce qu'encore une fois, gestion foncière, ça peut être la gestion foncière intrafamiliale entre le chef de Mbin et le chef de Ngak en pays sérère, et entre le chef de Lignaille et le chef d'exploitation agricole. Ça, c'est aussi de la gestion foncière. Donc, quel morceau de ce qui s'appelle généralement la gestion foncière vous étudiez? Ces questionnements-là, pour moi, ça ne donne pas de clé d'analyse suffisante. Par rapport aux questions déclinées pour la correction c'est peut-être poser également la cohérence des questions de recherche par rapport aux objectifs de recherche. En termes de nombre, et ici c'est 3. Dans les exemples précédents, il y a plusieurs, au moins 5 questions de recherche déclinées. Voilà. Est-ce que les objectifs de recherche également doivent comporter, doivent refléter le même? Voilà. Non, ça, le nombre vraiment, ça dépend du sujet et ça dépend de la façon dont vous organisez les choses. Et puis ça dépend aussi du type de recherche. Encore une fois, en master, il faut être moins ambitieux que tout à l'heure où je vous dis, moi j'ai passé 2 ans, enfin, ça a été étalé sur 2 ans la recherche. Et puis, dans les objectifs, il y a des choses qui relèvent, qui sont différentes. Peut-être que ça, c'est la mise en contexte. Là, il faut savoir effectivement, est-ce qu'on est sur une zone essentiellement agricole, est-ce que l'importance de l'élevage, etc. Donc ça ne va pas être quelque chose de lourd en termes d'enquête, ça va être plutôt de la description pour de la mise en contexte. Mais personnellement, oui, je trouve que ces formulations sont trop larges et trop floues sur les objets qu'on analyse même pour être vraiment un guide pour la recherche. Donc, essayez de formuler les choses de façon précise. Qu'est-ce que veut dire ce mot-là? Je mets ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'objet empirique, là, il est clair? Est-ce que ça recouvre différentes choses? Si ça recouvre différentes choses, est-ce qu'il ne faut pas l'éclater en plusieurs pour être sur des questionnements les plus les plus précis possibles, qui portent sur des objets précis et sur lesquels vous pouvez du coup décliner une démarche d'enquête. Oui, bon, c'est good, mais je ne vais pas en parler des hypothèses. Si je travaille avec des hypothèses. J'y viens. Juste là. Parce que justement, on sait que très souvent, effectivement, ici, on vous encourage à formuler des hypothèses. Et c'est des choses qui se fait assez peu, en tout cas en qualitatif, qui se fait moins en qualitatif. Alors, il y a une question de qu'est-ce qu'on appelle par hypothèse. Déjà, quand on est en quantitatif ou en qualitatif, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Il y a ce qu'on appelle inductif et déductif. Vous connaissez ça? Tout le monde? Ok. Quand vous êtes sur une démarche déductive, là, effectivement, vous posez vos hypothèses et vous construisez le questionnaire pour y répondre. Et ensuite, vous faites vos dépouillements statistiques et vous dites je valide ou j'invalide mes hypothèses. Donc là, vous avez des hypothèses
qui sont formulées au départ, et toute l'enquête, ça vise à dire j'avais raison ou j'avais pas raison dans ces hypothèses-là. Ça, c'est en démarche déductive. Dans une démarche plus inductive, dans le sens, eh bien, on a, ça peut, ces allers-retours entre les questionnements et le terrain, et donc les hypothèses, elles sont provisoires, elles permettent de démarrer, et puis, éventuellement, vous les reformulez au fur et à mesure de l'enquête, au fur et à mesure que vous connaissez mieux la situation. Donc déjà, vous voyez, c'est pas la même façon du tout de voir le statut de l'hypothèse. Dans un cas, elle est fondamentale parce qu'elle est figée, et tout le dispositif d'enquête est fait pour structurer autour de ça, quand vous avez un questionnaire. Dans le cas de démarche qualitative, c'est des outils pour explorer, et vous pouvez aussi les remodifier, les adapter au fur et à mesure. Et du coup, ça n'a pas le même statut, quoi. Vous voyez, ce n'est pas des hypothèses que vous allez infirmer ou infirmer à la fin. Vous avez peut-être des hypothèses initiales qui sont liées à vos questions de recherche, mais le cours de la recherche peut vous amener effectivement à les reformuler. Ce n'est pas seulement à la fin que vous allez dire ces hypothèses-là sont justes ou ces hypothèses-là sont confirmées ou sont invalidées. Si on veut schématiser le savoir entre l'aspect questionnement théorique et le terrain, en déductif, vous avez ces questionnements qui vous font vos hypothèses, ensuite vous avez le terrain, et puis ça remonte au cours de la recherche. Donc c'est du one-shot, quoi. Vous avez votre questionnement, vous faites l'enquête, vous dépouillez. Dans les démarches itératives, qu'on appelle ancrées sur le terrain, on est beaucoup plus sur des allers-retours. Et du coup, vos questions de recherche, elles peuvent évoluer. Vos hypothèses aussi, vous pouvez très bien les mettre à la poubelle. C'est pas un problème si vous les mettez à la poubelle au bout d'un mois, quoi. Tant que vous en retrouvez d'autres et que vous en reformulez d'autres. Alors, du coup, voilà, du coup, à mon avis, c'est différent. Encore une fois, je pense qu'en démarche quantitative, c'est important d'en avoir des clairs, parce que tout votre questionnaire va être structuré autour de ça. En démarche qualitative, je pense que des questions de recherche, elles vous permettent d'avancer, sans forcément avoir besoin de formaliser des hypothèses au sens de façon explicite. Et finalement, oui, quand vous formulez une question de recherche, vous avez une hypothèse implicite par derrière, quoi. Quand on était sur quand j'étais sur la question de recherche, quel est j'essaie de trouver un bon exemple. Ouais, quand on était sur la question de recherche, quels sont les rapports entre la délégation de l'Union européenne et Bruxelles? Comme je sais que, a priori, ce qui s'est passé à Niamey était différent des autres pays, j'ai l'hypothèse qu'il y a une certaine autonomie. Donc, par rapport à la question de recherche sur les relations entre Bruxelles et la délégation de Niamey, je peux mettre en face l'hypothèse qu'il y a une certaine autonomie. Mais jusqu'où, comment, je ne sais pas. Et ma réponse, ça ne va pas être oui, non. Ça ne va pas être il y a une certaine autonomie, parce que d'une certaine manière, ça je le sais déjà, puisque je suis parti de là dans tout mon questionnement. Ma réponse, c'est pas oui, non. Mon hypothèse est validée, mon hypothèse est invalidée. C'est jusqu'où va cette autonomie, comment est-ce qu'elle se matérialise, qu'est-ce que ça permet. Vous voyez? Donc du coup, c'est là où le fait de parler d'hypothèse me paraît moins pertinent, parce que on n'est pas dans une réponse hypothèse validée, hypothèse infirmée. Quand on est dans du qualitatif. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en priver si ça vous aide et si c'est ce qu'on vous demande, mais ça ne me paraît pas aussi indispensable que dans une démarche déductive. Parce qu'encore une fois, la réponse
ça va rarement être du oui ou non, quoi. Ça va rarement être du validé, invalidé. Ça va être du comment, pourquoi, jusqu'où, et du coup des réponses qui ne se situent pas de façon binaire entre hypothèse validée et hypothèse invalidée. Et du coup, je trouve que c'est restrictif. Encore une fois, si c'est une hypothèse qui vous permet d'avancer dans la recherche, c'est très bien. Si c'est une hypothèse où vous dites le but c'est de valider ou d'invalider, c'est très restrictif, hein, dans une logique qualitative. C'est clair, ça ou pas pour vous? Ouais. Ben, justement, dans le même mémoire, hein, les hypothèses c'était formulé comme ça. Donc, meilleure connaissance du foncier dans la commune de Patars-Lia. Pour approfondir notre recherche, nous avons élaboré les hypothèses suivantes. Le droit coutumier est plus connu par les populations que la loi domaniale. Les femmes sont victimes de discrimination dans l'attribution des terres. Les membres des commissions domaniales ne maîtrisent pas les lois sur le domaine national et la décentralisation. Il existe des conflits liés à la gestion de la terre. Alors, est-ce que pour vous, ça, c'est des hypothèses qui sont opératoires? Et pourquoi? Pardon? Ouais. D'accord. C'est pas précis. Il faut avoir les c'est pas concret. Et puis surtout, ouais, c'est-à-dire que l'on voit là apparaître des choses sur femmes, discrimination, qui renvoient peut-être à la question de tout à l'heure sur la répartition. Mais dans ce cas-là, il valait mieux parler de répartition homme-femme dans les objectifs. Vous voyez, ça apporte des catégories plus précises. De même, commission domaniale, on voit apparaître là les commissions domaniales et la commune. Quoi. Donc ça aurait été mieux de le faire apparaître des questions de recherche. Mais surtout, pour moi, vous en avez trois qui sont des quasi-évidences. Dès que vous lisez deux trucs sur le foncier au Sénégal, ou dès que vous connaissez un peu comment ça se passe dans vos familles, ça, vous pouvez répondre oui tout de suite. Pas besoin d'enquête. Ça serait vraiment étonnant qu'en plus à Patars-Lia, paumé au fin fond là, de la région de Fatigue, on réponde non à cette question-là. Vous voyez? Donc c'est une hypothèse qui apporte quoi alors que dès le début vous pouvez dire oui, ça c'est fait. À 99,99% des cas, oui, ça sera ça que vous allez trouver. C'est pas une hypothèse qui vous permet d'avancer. Les femmes sont victimes de discrimination dans l'attribution des terres. Bon, alors, la discrimination, qu'est-ce qu'on appelle discrimination? Est-ce que c'est l'attribution des terres? Est-ce que c'est l'attribution par le domaine, par la commune, des affectations de terres, etc. Est-ce que c'est au sein des familles, lorsque le chef de famille dit toi tu vas cultiver là, toi tu vas cultiver là? C'est pas très clair. Mais le fait que les femmes ont un accès limité, là aussi c'est une banalité. Donc ça ne vous fait pas avancer. Ça ne vous sert à rien pour votre recherche. Alors là, ne maîtrise pas la loi sur le domaine national, là effectivement il faut voir. Globalement on peut penser que ce n'est pas la priorité dans des zones un peu reculées, mais il faut voir. Peut-être que vous avez un maire qui est un juriste qui est passé par l'université Gaston Berger et qui connaît très bien. Donc là, effectivement, il y a une question empirique sur quelle est la connaissance des textes et des procédures par les membres du conseil communal et de la commission domaniale. Donc là, vous avez une question dont la réponse ne va pas de soi avant l'enquête et qui justifie de faire une enquête. Et là, ça serait bien étonnant que tout le monde s'aime et que tout soit merveilleux et qu'il n'y ait pas de conflit à la terre. Donc encore une fois, vous ne savez pas forcément lesquels, entre qui et qui, si c'est fréquent ou pas, si ça se règle comme ça ou si ça se termine par mort d'homme. Mais l'hypothèse qu'il y ait des conflits de gestion des terres,
là aussi, à 90% sur 100, vous allez en trouver. Ouais. Donc du coup, vous voyez, ça, c'est pas des hypothèses opératoires, parce que il n'y en a qu'une qui justifie une enquête. Les autres, on peut répondre oui dès le départ. Donc ça ne sert à rien. Alors évidemment, oui, elle est sûre de les valider. Hein. Il n'y a pas de problème. À la fin, elle peut dire « Ah oui, 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 j'ai vu que le droit coutumier est plus connu par les populations à Patarlia. » Mais à quoi ça sert d'avoir fait une enquête si c'est pour retirer ça, quoi. Vous voyez? Alors, si votre but, votre travail, c'est de valider ou d'infirmer des hypothèses comme ça, ben vous allez aboutir à des banalités. Vous allez dire à la fin de toute votre enquête de terrain, ah ben oui, les gens à Patarlia connaissent pas bien les textes, les femmes ont moins d'accès à la terre, et il y a des conflits sur la terre. Bon, ok. And so what? Qu'est-ce que vous nous avez dit de Patarlia? Qu'est-ce que vous nous avez dit qui n'est pas la même chose partout ailleurs au Sénégal et partout ailleurs en Afrique? Vous voyez? Donc ça, c'est pas un guide, au contraire, c'est un obstacle à une recherche. Alors, si les hypothèses c'était, je sais pas, que des hypothèses plus précises, on ne peut pas les faire dans le vague sans faire enquête. Est-ce qu'il y a un peu d'agrobusiness dans ce coin-là? Est-ce qu'il est problématique? Ça, c'est la pré-enquête qui vous permet de le dire. Est-ce que c'est utile? Ou s'il n'y en a pas? Est-ce que combien de gens demandent des affectations à la communauté rurale, enfin à la commune? Ou est-ce que finalement tout le monde s'en fout, gère ses affaires tranquillement au niveau familial et que tout se passe bien? Là, si vous n'avez pas un minimum d'informations là-dessus, vous ne pouvez pas savoir si c'est un enjeu. Donc peut-être vous pouvez faire l'hypothèse que les gens qui demandent une affectation sont avant tout des gens qui ne sont pas résidents dans la commune. Mais ça, c'est une hypothèse qui est plus intéressante si vous avez fait votre pré-enquête. Comment formuler les hypothèses dans le cadre d'une démarche mixte? Bonne question. Démarche mixte, donc à la fois qualitative et quantitative. On va voir que ça dépend, enfin, dans le qualitatif et quantitatif, comment vous équilibrez les choses. Est-ce que c'est une démarche d'abord quantitative qui est alimentée par du qualitatif? Est-ce que le qualitatif, vous le voyez en aval pour vérifier des mécanismes? Est-ce que vous le voyez en amont pour explorer et construire votre questionnement? C'est pas la même chose. Et peut-être que vos hypothèses, elles sont liées à votre questionnement global, et qu'ensuite, ça sera l'une qui va plutôt aller de pair avec un questionnement qualitatif, et une autre plutôt de pair avec un questionnement quantitatif. Et dans ce cas, qu'est-ce qui doit déterminer la démarche qu'on doit adopter? C'est le sujet ou ce sont les objectifs de recherche? Ben, les deux vont ensemble. Les objectifs ou vos questions de recherche, elles sont liées à votre objet de recherche, donc le couple entre un sujet, un lieu d'enquête, un groupe social à étudier et les questionnements que vous mettez dessus. Donc c'est ça qui va déterminer votre stratégie. C'est pas dans l'absolu je fais du quantitatif ou je fais du qualitatif. Il faut que le choix des méthodes soit cohérent avec les types de questions que vous vous posez. Si vous vous posez des questions de sociologie électorale, si vous pouvez faire une enquête sur les préférences politiques des uns et des autres,
Donc là, vous allez faire un questionnaire pour dire pour qui vous avez voté aux dernières élections. Donc le fait de dire j'ai besoin d'une base d'un échantillonnage large, j'ai besoin d'avoir des chiffres, fait que vous allez choisir une enquête par questionnaire. Si autour de la question des préférences politiques, vous dites comment par rapport à l'offre existante, comment vous déterminez sur tel et tel parti, est-ce que c'est plus en fonction de la personne que vous connaissez, est-ce que c'est plus en fonction du parti, etc. Là, vous allez plutôt faire des entretiens et donc plutôt du qualitatif. Parce que peut-être de dire est-ce que vous choisissez en fonction de la personne ou en fonction du programme, ça va être des réponses trop standardisées. Vous voyez? Donc c'est vraiment en fonction des questions que vous vous posez qu'il faut réfléchir quelle démarche d'enquête vous allez mettre en place pour pouvoir y répondre. Et c'est là que se fait qualitatif, quantitatif, et puis même plus finement, comme on a vu, quel type de qualitatif, quel type d'entretien, quel type de personnes à enquêter. Et inversement, si pour X raison vous décidez de faire une démarche quantitative, alors choisissez une problématique qui est cohérente avec une démarche quantitative. C'est une question de cohérence. Voilà, il est 42 déjà. Ok. Ok. Bon, voilà. Et ça va sur les questions des hypothèses? Encore une fois, je sais qu'on vous pousse beaucoup à utiliser les hypothèses et à les formuler. Donc encore une fois, c'est pas à moi de dire comment est-ce qu'on fait un bon mémoire à Gaston-Berger. Par contre, soyez vigilants sur ce que vous mettez dans les hypothèses et comment vous les formulez, quoi. Parce que si vous les mettez de façon très générale comme ça, c'est pas une aide, quoi. Et du coup, peut-être vous pouvez avoir l'hypothèse que la commune de Pattaya n'avait pas de dynamique forte de demande d'acteurs extérieurs. Là, vous pouvez faire une enquête sur qui fait des demandes de terre, qui a demandé des affectations. Vous pouvez avoir l'hypothèse que les demandeurs d'affectation de terre sont avant tout des acteurs locaux, qu'il n'y a pas d'agrobusiness. Dans ce cas-là, vous avez la même chose aussi. En voyant les archives de la communauté rurale et en voyant qui a demandé, vous allez pouvoir répondre à ça. Les femmes représentent une faible partie des demandeuses, elles obtiennent moins fréquemment une affectation de terre. Donc là aussi, vous êtes bien sur les actes du conseil rural, du conseil communal. Et là, vous pouvez voir, normalement, s'il y a des archives, avoir quel pourcentage de femmes ont demandé et quel pourcentage ont obtenu. Donc là, vous avez une question précise et vous avez une possibilité de faire, d'avoir le matériau qui permet de dire oui, est-ce que les femmes obtiennent moins souvent une affectation de terre de la part du conseil communal que les hommes. Mais ce n'est pas seulement le fait qu'il y en a 10 et 50 hommes qui est la réponse. C'est il y a combien de demandeurs? C'est le rapport entre demandeurs et ceux qui obtiennent qui est le vrai indicateur. Vous voyez, donc des hypothèses comme ça, là j'ai pas de problème. Parce que chacune de ces hypothèses, elle suppose de mobiliser de la connaissance empirique pour pouvoir y répondre. Et on est sur des hypothèses beaucoup plus précises qui sont cohérentes avec les questions de recherche que j'avais proposées tout à l'heure. Vous voyez, on va quand même un cran ou 2 crans plus loin dans la précision des questionnements. Donc là, vous avez des hypothèses qui sont ce qu'on appelle falsifiables, que vous pouvez mettre à l'épreuve et dire oui ou non. Ok. Bon, on est un petit peu débordé. Donc, demain, on se retrouve donc du coup pour la présentation de vos projets. Alors, faut pas que tout ça vous fasse peur.
Le but, c'est de discuter, de réfléchir ensemble, de permettre justement de voir comment, de voir si et comment les questions qu'on peut vous poser vous aident à avancer ou dans votre démarche.